Bonjour à vous les sixièmes, Monsieur Couture pour un cours d'histoire cette fois. Alors on arrête avec la géographie, on a fini avec les métropoles, on verra comment on évaluera ça à notre retour, et on passe à l'histoire. Donc comme on passe à l'histoire, vous allez prendre votre cahier, vous allez écrire ce que je vais vous dire d'écrire, et vous allez faire le travail que je vais vous donner et que je mettrai à la fin en pièces jointes sur rose, et que vous pourrez toujours me renvoyer sous forme de photos à mon adresse mail xcouture@gmail.com. Je vous remets tout ça. Et pour l'instant, bien notez sur une nouvelle page de droite sur votre cahier le titre du nouveau chapitre. Donc comme c'est un titre de chapitre, on écrit en lettres capitales Histoire chapitre 2, on met de la couleur sur Histoire ou on souligne ou on surligne, comme vous voulez pour que ça soit bien visible. Page de droite, je répète, sur une nouvelle double page, Récit fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. À tout moment, vous pouvez mettre pause la vidéo pour prendre le temps d'écrire. Ensuite, vous sautez une ligne et vous écrivez leçon 1, deux points, toujours en rouge, toujours souligné, le monde des cités grecques. Comme les cités grecques, on le traite en parcours histoire français, eh bien, on ne va pas en parler ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On saute une ligne et on met voir parcours français histoire et on n'en parle pas. Je laisse ça pour le parcours. Et on passe tout de suite à la leçon 2, Rome, du mythe à l'histoire. D'accord? Donc la première leçon, on la traite pas puisque c'est en parcours. Et en histoire entre nous, on passe tout de suite à la leçon 2. On va parler de Rome. Rome, du mythe à l'histoire. Je saute une ligne et j'écris la question qui va guider notre cours. Comment connaissons-nous l'histoire de la fondation de Rome? Y a-t-il une part de vrai dans la légende? Et là, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de tout écrire. Moi, j'avance. Donc, de quoi va-t-on parler? On va commencer par parler d'un mythe très célèbre qui est le mythe d'Énée. De la même façon que vous avez le mythe de la guerre de Troie, de l'Iliade et de l'Odyssée par Homère, vous avez la suite de cette histoire qui nous est racontée par un auteur célèbre. Cet auteur célèbre, qui est un auteur latin, un auteur romain, s'appelle Virgile. Et Virgile, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, plusieurs siècles après Homère. Il n'est pas grec, il est romain, et vous avez ici une représentation de lui faite à la Renaissance, pas très longtemps après, donc évidemment c'est un portrait inventé parce qu'on ne sait pas à quoi il ressemblait, Virgile. Et ce Virgile, il est très très important, presque aussi important qu'Homère, à tel point que pendant des siècles en France, eh bien, on a étudié Virgile à l'école, de la même façon qu'on a étudié Homère en français, ben, on étudiait aussi Virgile et son fameux Énéide. L'Énéide, c'est l'histoire d'Énée. Donc, qui est Énée? Ben, Énée, c'est un prince troyen, c'est même un demi-dieu, puisque sa mère est la déesse Vénus, c'est-à-dire Aphrodite, déesse de l'amour. Un prince troyen, il fait partie de la famille royale de Troie, et au moment, rappelez-vous, où les Grecs rentrent dans Troie, grâce à la ruse du cheval de Troie, rappelez-vous Ulysse avec son cheval qui est rentré dans la ville de Troie, et puis la nuit, il en sort avec ses camarades, il ouvre les portes de la ville, et puis les Grecs rentrent, au bout de 10 ans de siège, ils mettent la ville en feu, ils incendient la ville, ils capturent beaucoup de monde, ils en tuent tout autant, et puis ce prince troyen qui s'appelle Énée, lui, réussit à s'échapper. Alors, Virgile nous raconte qu'il s'échappe en portant son père sur son dos, donc son père s'appelle Anchise, il porte son père sur son dos, il est avec son fils qui s'appelle Ascagne, et sa femme qui s'appelle Créuse. Sa femme n'a pas un rôle très important puisqu'elle va mourir peu de temps après, donc elle n'a pas un rôle très important, on ne va pas beaucoup en parler, alors que son fils, lui, est important. Et son père aussi, bien sûr, puisque son père euh, a fait Énée avec la déesse Vénus. C'est la raison pour laquelle Énée est un héros ou un demi-dieu, si vous préférez. Donc,
Énée s'enfuit et on va lire tout de suite un extrait ensemble de l'Énéide. Alors, si vous voulez, mettez sur pause, prenez le temps de le lire d'abord, sinon on le lit ensemble. Ici, ce qui est en italique, ça fait pas partie de l'Énéide, on vous présente un peu le contexte, et puis après, c'est l'Énéide. Donc, d'après le poète Virgile, Énée, fils d'Anchise et de la déesse Vénus, s'enfuit de Troie incendiée par les Grecs, après que son navire ait longé, alors, il y a une faute là, c'est allongé, hein, après que est suivi normalement de l'indicatif. Après que son navire a longé les côtes de la Crète, de la Grèce, du sud de l'Italie et de la Sicile, il s'arrête à Carthage, royaume africain de la reine Didon. On verra tout ça après sur une carte. Mais il s'attarde peu car les dieux lui ont promis une terre en Italie. Après un long voyage, il débarque enfin sur les rives du Tibre, dans le Latium. Le Tibre, c'est un fleuve. Le Latium, c'est une région au centre de l'Italie. Le dieu Jupiter, c'est Zeus. Hein, c'est le nom romain de Zeus. Le dieu Jupiter rassure alors Vénus, Aphrodite, sur le sort de son fils et de ses descendants. Et donc là, on ouvre les guillemets et c'est Jupiter qui parle dans l'Énéide de Virgile. Rassure-toi, Vénus, le destin de ton fils aîné reste immuable. Immuable, ça veut dire inchangé. Tu le verras édifier les murs, édifier, c'est fonder, les murs de Lavinium, puis il mènera dans toute l'Italie une grande guerre brisant les peuples farouches. Pour son peuple, il établira des lois et des murailles. Donc, pour son peuple, il fonde des cités, et il est à l'origine d'un peuple. Après 3 années de règne sur le Latium, son jeune fils Ascagne, que l'on appelle désormais Yule, régnera pendant 30 années sur Albe-la-Longue, une nouvelle cité, que donc Ascagne, appelé désormais Yule, va fonder, qu'il munira de puissants remparts. Là régneront durant 3 fois 100 longues années, 300 ans, les descendants d'Ascagne, jusqu'au jour où une prêtresse de sang royal, Iulia, et pas Ilia, c'est Iulia, enceinte du dieu Mars, donnera naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite note qui nous explique que Amulius, l'oncle de Iulia, tenta de tuer les jumeaux de sa nièce en les jetant dans le Tibre. En fait, vous avez un des descendants d'Énée qui s'appelle Numitor, et ce Numitor, eh bien, est tué par son frère Amulius qui veut être roi à sa place. Il le tue et il va emprisonner Iulia, qui est la fille de Numitor, et comme Iulia avait 2 enfants, des jumeaux, eh bien, il veut les tuer aussi, donc il les dépose sur un panier, alors qu'ils sont bébés, et ce panier, il l'abandonne sur le fleuve Tibre, en se disant, bah, ils vont se noyer. Or, ces 2 bébés sont sauvés, ils vont pas mourir, ils sont sauvés, et ils sont élevés par un animal, par une louve, qui va leur donner le lait qui fait qu'ils ne vont pas mourir de faim. Et ensuite, eh bien, un berger va trouver ces 2 jumeaux-là, élevés par une louve, et va les recueillir. Et ces 2 jumeaux, Romulus et Rémus, vont donc grandir et devenir des hommes importants. On va voir la suite après. Donc ensuite, sauvés et bien nourris à l'abri de leur louve nourricière, Romulus et Rémus perpétueront la race. Romulus bâtira Rome et donnera son nom aux Romains. Rome, romain, ça vient de Romulus. Telle est ma volonté à moi, Jupiter, père des dieux et des hommes. Donc voilà Jupiter, roi des dieux, qui annonce ce qu'il va se passer. Je vous rappelle qu'on est dans le mythe ici, hein, on n'est pas dans l'histoire. Alors, une petite carte que vous allez remplir par la suite du périple du voyage d'Énée. Donc pour remplir cette carte, vous verrez, il faut trouver de quelle cité il part, et puis les étapes de son voyage où il arrive. De la même façon, autre document que vous remplirez, la généalogie d'Énée. Donc Énée, il est là, son père c'est Anchise, qui est sa mère, son fils Yule ou Ascagne, qui a fondé Albe,
Là, il y a plusieurs descendants, en fait. La généalogie est simplifiée. Mais pour faire plus vite, on passe directement de Yule à Numitor, roi d'Albe, détrôné par son frère Amulius, et qui est la fille de Numitor, prêtresse royale, qui va faire des enfants avec Mars, dieu de la guerre. Mars, pour les Romains, dieu de la guerre, chez les Grecs, c'était Arès. Qui sont les deux fils ici, jetés dans le Tibre par Amulius, et qui, ces deux fils, vont entraîner la fondation de quelle cité? À vous de remplir ça. Vous avez ici une représentation vous avez ce qu'on appelle une fresque. Une fresque, c'est une peinture murale, je vous l'ai déjà dit. Une peinture murale à Pompéi. Pompéi, c'est comment dire, une ville romaine qui a été ensevelie par un volcan. Enfin, il y a eu une éruption volcanique, et puis les cendres et la lave est tombée sur Pompéi, et la lave qui s'est refroidie a permis de garder intact un certain nombre de choses, dont des très belles fresques, et dont cette fresque-là, qui représente ici une scène que je viens de vous raconter. Donc à vous de dire qui sont les personnages. Le 1, alors le 1 c'est cette femme, le 2 c'est lui, et le 3 c'est lui. Une représentation, enfin ici plutôt une sculpture de la louve capitoline, Lupa Capitolina. C'est la fameuse louve qui a élevé Romulus et Rémus. C'est ce qu'on appelle un bronze, parce que c'est en bronze, et c'est une œuvre très ancienne qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que les jumeaux ici, eux, les deux enfants, ont été rajoutés bien longtemps après, puisqu'on vous dit que c'est un ajout du 15e siècle après Jésus-Christ, bien sûr. Et d'ailleurs, cette louve, elle est importante, puisque si vous regardez par exemple les clubs de foot, le club de foot de l'AS Roma en Italie, le symbole, le drapeau de l'AS Roma, de ce club de foot, c'est une louve, hein, c'est une tête de loup. Donc la louve, c'est l'animal symbole, l'animal emblématique de la ville de Rome, encore aujourd'hui. Alors deux textes pour continuer cette histoire. On va le lire ensemble. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez les lire tranquillement. On y va. Romulus fonde Rome et en devient le premier roi. Romulus et Rémus conçurent le projet de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés. Donc ils ont grandi, ce sont des beaux et très forts jeunes hommes, et ils se disent, ils vont d'abord se venger, hein, ils vont tuer Amulius, ils le tuent, et eh bien ils sont là, ils l'ont remplacé comme roi, et ils disent, on va fonder une cité. Étant jumeaux, l'ancienneté d'âge ne pouvait rien décider entre eux. Oui, il n'y a pas un aîné, il n'y a pas un cadet, puisqu'ils sont jumeaux. Donc, qui est le chef entre les deux? On ne sait pas. Ils en appellèrent donc au dieu protecteur de ces lieux. C'était à eux de désigner par les augures. Alors, les augures, chez les Grecs comme chez les Romains, ce sont les signes des dieux. Dès qu'il y avait un signe de la nature, je ne sais pas, un vol d'oiseau, une éruption volcanique, une tempête, ceci était interprété comme un signe des dieux. C'était à eux de désigner par les augures, donc aux dieux, celui qui donnerait son nom à la cité nouvelle et la gouvernerait. Romulus alla se placer sur une colline, qui s'appelait le Palatin, Rémus sur celle de l'Aventin, une autre colline pas loin. C'est à Rémus qu'apparut le premier augure, 6 vautours. Il voit 6 vautours dans le ciel. À peine voulut-il l'annoncer que Romulus en aperçut 2 fois plus. Donc un peu plus tard, Romulus voit un vol, non pas de 6 mais de 12 vautours. Et donc ils se disputent, puisque l'un les a vus en premier, l'autre en a vu plus, ils se disputent. Une première tradition rapporte que les discussions auraient dégénéré en bagarres sanglantes. La discussion est tellement forte qu'elle se conclut par une bagarre, et que, frappé à mort, Rémus s'effondre et meurt. Donc Romulus tue son frère dans la bagarre. Romulus ayant tué son frère, eh bien c'est lui qui va devenir le roi et fonder une nouvelle cité qu'il va nommer de son nom Rome, à partir de son nom, donc Romulus. Une autre tradition plus répandue prétend que pour narguer son frère, Rémus aurait franchi les murailles provisoires d'un sceau et que Romulus, dans sa colère, l'aurait tué. Il aurait dit ces mots, que périsse ainsi quiconque franchira ses remparts.
Romulus devint ainsi le fondateur de la ville qui porta son nom. Donc là, c'est pas Virgile qui nous le raconte, c'est Tite-Live, un historien romain qui vit à peu près à la même époque que Virgile. Et vous voyez que en fait, les traditions racontées par les Romains, les mythes racontés par les Romains, nous racontent un peu tous la même histoire, que Romulus a tué son frère et qu'il est à l'origine de la fondation d'une nouvelle cité qui s'appelle Rome. Pour continuer, je vous laisse. On va continuer avec ce deuxième texte, toujours Tite-Live, historien romain qui raconte dans l'histoire romaine la suite de cette légende. Rome, manquant de femmes, sa puissance se trouvait limitée à une seule génération. Bah oui, Romulus est à la tête d'un peuple d'hommes et il n'y a pas de femmes. Donc du coup, si on ne trouve pas des femmes très vite, ce peuple va s'éteindre. Romulus annonça la tenue d'une grande fête, les différents peuples voisins furent invités, et ils s'y présentèrent. Les Sabins, c'est un peuple de l'Italie, vinrent en emmenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Lorsque les jeux commencèrent, les jeunes Romains s'emparèrent des Sabines, alors que les Sabins étaient retenus par le spectacle des jeux. Donc les Romains volent les femmes des Sabins. La panique fit cesser les compétitions. D'abord, les Sabins s'enfuirent, puis revinrent attaquer Rome. Les Sabines, dont l'enlèvement avait déclenché la guerre, bravant les flèches qui pleuvent des deux côtés, se jettent entre les deux armées. Les chefs et les soldats en sont émus. Le silence se fait, la rage guerrière s'apaise, les deux cités n'en font finalement plus qu'une. Donc les Romains enlèvent les Sabines, c'est-à-dire les femmes des Sabins. Les Sabins reviennent, font la guerre aux Romains. Les Sabines se jettent entre les deux armées pour les supplier d'arrêter la guerre. Et finalement, tout se termine bien, on arrête la guerre, le silence se fait. Et puis les Sabins et les Romains ne font finalement plus qu'un seul peuple. Cette histoire a été très illustrée par ce fameux tableau qui a été peint en 1799 par un peintre français qui s'appelait David. Vous voyez, ici, on voit les Sabines, les femmes, là, regardez cette femme-là, elle essaye de séparer les Romains et les Sabins qui se battent. On voit Rome ici avec ses murailles à l'arrière-plan. Et évidemment, tout ça est inventé. Ils n'étaient pas habillés comme ça. Tout ça est une histoire mythique, mythologique. Mais cette mythologie a été donc tellement importante dans l'histoire qu'elle a été représentée plusieurs fois dans la peinture, dans la musique, dans l'opéra, dans la littérature. L'enlèvement des Sabines, c'est très connu. Et jusqu'à, regardez, un peintre célèbre qui a peint en 1962, et c'est il n'y a pas très longtemps, donc ce peintre célèbre Picasso, que vous connaissez, il a peint, lui, l'enlèvement des Sabines en s'inspirant de l'œuvre de David. Et regardez, voilà, vous avez ici l'art du XVIIIe siècle et du XIXe et l'art du XXe siècle. Je vous laisse regarder ces deux œuvres et de décider laquelle vous préférez. Je vais pas en parler. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé trop longtemps. Voici le document que vous allez avoir, la carte, la chronologie, la fresque et le texte. Et à partir de ça, eh bien, vous complétez la carte avec les noms de lieux, vous complétez la généalogie avec les noms de personnes. Alors, un petit indice, c'est facile, hein, c'est très simple. Regardez dans le texte, les noms de lieux sont soulignés et les noms de personnes sont en gras. Attention, hein, Yulia, ici, c'est pas Ilia, c'est Yulia. Donc, c'est très facile. Ensuite, vous décidez qui est le personnage 1, qui est le personnage 2, qui est le personnage 3. Et vous répondez sur votre cahier aux questions. Il y a 5 questions. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Pardon. A, B, C, D, E. Et la dernière question, la F. C'est une question qui demande de réfléchir un petit peu. Prenez bien le temps de réfléchir et prenez le temps de construire une réponse bien construite, bien développée. Ok, je m'arrête là pour cette fois. Là, on a vu le mythe. Prenez le temps de revoir ces documents, ces textes. Vous me renvoyez les réponses aux questions
ainsi que les schémas ici complétés, les cartes et schémas complétés, euh, et réponse aux questions ici sur le cahier. Vous me renvoyez ça avec une photo sur mon mail, et on verra la prochaine fois, dès mercredi, eh bien, la suite, c'est-à-dire non plus le mythe, mais ce que les historiens et les archéologues savent réellement de la fondation de Rome. Et on va voir que c'est complètement différent. Je m'arrête là. Bonne semaine à vous.